Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'introduction à Medra pour comprendre ce qu'est Medra et comment il est utilisé. Je m'appelle François Peterlongo, je suis médecin, j'ai fait ma carrière essentiellement dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine des essais cliniques, puis dans le domaine de la pharmacovigilance. Je me suis beaucoup occupé de codage puisque j'étais responsable du codage chez Sanofi. Et depuis environ une dizaine d'années, je travaille avec la MSSO Medra, où je m'occupe de la version française de Medra, je m'occupe des formations. Nous sommes ensemble pour environ 2 heures pour ce webinaire. Malgré la distance, on va essayer de le rendre aussi interactif que possible. Alors pour cela, 2 moyens. Premièrement, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à poser une question dans l'onglet questions du panel GoToWebinar. D'autre part, nous allons tout au long de ce webinaire faire ensemble des petits quiz. Je vais vous montrer dans quelques minutes le système à utiliser, de façon à ce que je lance des questions, tout ça sera parfaitement anonyme et non enregistré pour tester vos connaissances, votre compréhension de ce que je vous aurai raconté, etc. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours, comme sont déjà disponibles d'ailleurs tous les webinaires précédents enregistrés, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter. Nous allons, ce webinaire, comme vous le savez, est le premier cette année 2024, le premier d'un nouveau cycle de webinaires en français, puisqu'il va être suivi à peu près toutes les semaines d'autres webinaires. Donc il y a 2 qui viennent, qui sont consacrés au codage, plus destinés aux gens qui vont faire du codage. Le premier, les bases du codage. 15 jours plus tard, codage avancé. Et enfin, une session spéciale sur le codage de toutes les erreurs médicamenteuses et autres anomalies d'utilisation des produits. Alors, je vais maintenant couper la vidéo pour laisser plus de bande passante aux slides. Et n'hésitez pas donc pour intervenir, à passer par l'onglet questions si quelque chose vous paraît pas clair ou si vous avez des questions. Et puis à la fin du webinaire, on aura une session de questions-réponses ouverte. Alors, je vous indique tout de suite comment rejoindre le système de quiz qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire. Donc, soit si vous avez un smartphone, le plus simple, c'est de flasher le QR code que vous devriez voir sur votre écran. Sinon, avec un autre onglet de votre ordinateur, par exemple, vous devez aller sur un navigateur web et taper l'adresse polev.com, po2lev.com. Vous devriez arriver sur un écran qui ressemble à ça. Et ici, à la place de username, vous tapez François Peter, tout attaché, sans cédille au C. Et puis, vous cliquez sur Join et vous devriez être en connexion avec l'écran d'attente du système de quiz. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire ça. Comme je l'ai dit, toutes ces quiz seront anonymes, votre nom n'est pas enregistré. Donc, si le système vous demande de saisir votre nom, vous sautez cette étape en cliquant sur Skip et il n'y a pas besoin de saisir votre nom. Je vous laisse faire ça. Je remontrerai cette slide dans quelques instants et vous retrouverez, si jamais vous perdez la connexion, vous retrouvez toutes ces informations dans le chat de GoToWebinar. Alors, attaquons un petit peu avec l'historique de Medra. D'où sort Medra? Eh bien, comme vous le savez très probablement, Medra, c'est une émanation, c'est une initiative de l'ICH. L'ICH étant cette grosse structure internationale qui rassemble les autorités réglementaires et les représentants de l'industrie biopharmaceutique d'Europe, des États-Unis et du Japon, qui étaient les territoires initiaux, auxquels se sont adjoints depuis d'autres comme le Canada, l'Australie, etc. Donc cette ICH, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 90 avec l'objectif d'harmoniser mondialement toutes les normes, les standards et les bonnes pratiques autour du médicament, que ce soit
lors de son développement, lors de sa commercialisation, de sa surveillance, de sa fabrication, etc., de façon à avoir un jeu de normes planétaire. Les 6 membres fondateurs, donc c'est les 3 représentants des industries biopharmaceutiques d'Europe, États-Unis et Japon, et les représentants des autorités de santé également d'Europe, d'États-Unis et de Japon. Et c'est adjoint assez rapidement l'OMS à cette opération. Alors, parmi beaucoup d'autres initiatives, l'ICH s'est aperçu qu'il y avait besoin d'une harmonisation, d'une normalisation du vocabulaire médical qui était utilisé pour tous les échanges entre toutes les parties prenantes du médicament, que ce soit du côté des autorités ou du côté de l'industrie, et qu'il n'existait pas à ce jour-là de terminologie qui était acceptable dans ce but, en particulier qui était acceptable pour toutes les différentes cultures médicales, qu'elles soient anglo-saxonnes, européennes, japonaises et autres. Et donc il a été décidé de créer une terminologie médicale adaptée exactement aux besoins de ces échanges d'informations. C'est ainsi que MEDRA est né. Piloté, donc, son développement a été piloté par ICH. Alors 20 ans plus tard, même 25 ans plus tard maintenant, on peut dire, MEDRA c'est devenu une terminologie standard mature, acceptée internationalement, utilisée dans plus de 125 pays. C'est devenu également la terminologie officielle utilisée dans la base de pharmacovigilance de l'OMS, qui s'appelle Vigibase, et son système de saisie qui s'appelle Vigiflow. Et donc, on peut dire que maintenant, c'est une terminologie qui est standardisée et qui est utilisée à peu près partout dans le cadre de tous ces échanges d'informations médicales. Alors, ICH est le propriétaire de la MSSO, mais la gestion et la diffusion de la terminologie ont été sous-traitées à une organisation de droit privé qu'on appelle donc une MSSO, ce qui veut dire organisation de maintenance et de support. On décrira ça de façon un petit peu plus détaillée lorsqu'on parlera de la gouvernance de MEDRA. Une slide rapide de copyright parce que cette présentation, comme MEDRA lui-même appartient à ICH, mais sous le régime de la licence publique, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement en droit de réutiliser cette formation pour vos besoins de formation interne, personnelle dans votre entreprise par exemple ou dans votre organisation. Simplement, mentionnez bien que c'est le copyright de ICH, et puis si vous faites des modifications, il faut qu'elles soient dûment identifiées comme telles. Alors, vous pouvez télécharger la présentation telle que je vous la fais aujourd'hui, comprenant également des slides personnels, et je vous donne l'autorisation de les réutiliser. Vous trouverez le document dans l'onglet Documents du panel GoToWebinar. Voilà le programme de ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc on va reparler, je l'ai déjà fait un petit peu de l'histoire de MEDRA et de la façon dont il est piloté, de sa gouvernance. Ensuite, on va aborder plus en détail le domaine d'application, la structure de la terminologie et ses caractéristiques principales. On va expliquer comment MEDRA est maintenu pour rester à jour et continuer de répondre aux besoins des utilisateurs au fur et à mesure qu'ils émergent. Je vais vous présenter quelques-uns des outils informatiques que MEDRA met à votre disposition, que la MSSO a produit, les navigateurs, mais aussi d'autres produits comme le MVAT qui vous aide à faire les changements de version. On va aborder, mais de façon assez résumée, à haut niveau, le codage avec MEDRA, les règles à respecter. Bien sûr, c'est pas à l'issue de ce webinaire que vous serez déjà des codeurs aguerris. Je vous invite donc fortement, pour ceux qui devront coder avec MEDRA, à suivre les 3 prochains webinaires. On parlera des documents points à considérer, qui sont des documents princeps pour toute personne qui doit travailler avec MEDRA. Je vous expliquerai ce que sont les questions MEDRA normalisées, ou SMQ, Standard MEDRA Queries. Et puis donc nous aurons une session de questions et réponses. Je remontre brièvement la slide pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés au système de quiz. J'invite tout le monde à le faire. Donc, soit en
flashant le QR code ici avec votre smartphone, soit en suivant les étapes qui sont rappelées. Allez sur le site pollev.com, vous saisissez François Peter à la place du username et vous cliquez sur Join. Tout ça est rappelé dans le chat si vous perdez la connexion en cours de route. Eh bien, on va voir tout de suite si ça fonctionne et je lance une première question que vous devriez maintenant voir apparaître sur vos écrans de téléphone. Voilà, je vois des réponses arriver, donc ça fonctionne. Donc, première question, dans quel type d'organisation travaillez-vous? Est-ce que c'est une société de type biopharmaceutique ou dispositifs médicaux, une CRO, des autorités réglementaires? Est-ce que vous développez des applications ou autres? Bien. Merci pour vos réponses. Donc, on voit qu'on a une majorité de participants qui travaillent soit dans l'industrie biopharmaceutique, soit dans les sociétés de services, et environ un tiers qui est plutôt dans des agences réglementaires ou des centres de pharmacovigilance. Bienvenue à tous, quelle que soit votre organisation. Une autre question pour un peu faire connaissance avec l'auditoire. Est-ce que vous travaillez surtout dans le domaine de la pharmacovigilance des produits déjà sur le marché, ou dans le domaine des essais cliniques, ou le domaine un peu les deux, voire autre chose? Voilà, donc il semble qu'on ait une majorité aujourd'hui de personnes plutôt du côté de la pharmacovigilance. Merci. Une dernière question pour évaluer un peu votre niveau de connaissance de MEDRA aujourd'hui. Est-ce que vous la qualifieriez de à peu près nul, ou que vous utilisiez des très limités, ou utilisez déjà utilisateur de MEDRA, et vous avez souhaité renforcer un peu la connaissance des bases? Bien, donc on a quand même une grosse majorité, ce qui est tout à fait attendu, de personnes qui connaissent peu ou pas MEDRA. Bien, et bien nous allons commencer tout de suite avec le premier chapitre, donc l'histoire et la gouvernance. L'histoire, je l'ai déjà un petit peu racontée avec la genèse de cette terminologie par ICH. Et on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que MEDRA? MEDRA, déjà, l'acronyme signifie Medical Dictionary for Regulatory Activities. Donc, c'est un dictionnaire médical pour les activités réglementées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le domaine pour lequel il est conçu, il est optimisé, c'est tous les échanges d'informations de nature médicale entre toutes les parties prenantes des activités réglementées autour du médicament et autour d'ailleurs aussi des dispositifs médicaux, que ce soit du côté des autorités ou du côté des entreprises et de leurs collaborateurs. Alors, ce dictionnaire, il est optimisé pour cette activité-là. Il ne serait pas bien adapté, par exemple, pour coder des dossiers médicaux, des dossiers hospitaliers de patients, puisque c'est pas son but. Il y a d'autres terminologies qui sont optimisées pour ça. Alors, donc, la définition dit que c'est un dictionnaire médical. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas très vrai parce qu'un dictionnaire, on s'attend à ce que ce soit une liste de termes par ordre alphabétique avec une définition en face de chacune. Or, MEDRA, d'abord, il n'est pas classé par ordre alphabétique, et puis il n'y a pas de définition dans MEDRA, sauf quelques très rares exceptions qu'on évoquera, mais de façon générale, les termes ne sont pas définis. Le but, c'est de créer une terminologie standardisée, mais pas de définir des concepts médicaux. Alors, on dit classiquement que les définitions des termes MEDRA sont à trouver dans les ouvrages médicaux de référence, et en particulier dans le dictionnaire d'Orland, qui est considéré comme la référence pour les termes MEDRA. Donc, plutôt qu'un dictionnaire, c'est en réalité une terminologie. Une terminologie qui est validée médicalement, c'est-à-dire elle a été conçue par un très grand ensemble de spécialistes médicaux de beaucoup de domaines et de beaucoup de pays, qui est donc utilisé par les autorités réglementaires et l'industrie pharmaceutique bioréglementée.
Alors, elle est utilisée, cette terminologie, donc pour standardiser le vocabulaire, au cours de toutes les étapes soumises à réglementation, qui, dans le domaine médicamenteux, sont la quasiment totalité des étapes, que ce soit lors du développement ou lors de la commercialisation. Donc, on va l'utiliser en particulier pour saisir les données, c'est-à-dire faire du codage, et puis, après, pour analyser les données. Alors, il ne faut jamais oublier ça. Medra, ce n'est pas uniquement optimisé pour coder des données. Son but ultime, en réalité, c'est d'analyser les données de façon scientifiquement et médicalement la plus valide possible. Et donc, toute la structure de Medra qu'on va voir est orientée dans ce but d'avoir, permettre des analyses de données médicalement puissantes et pertinentes. Quels sont les objectifs qui ont été assignés à Medra au départ? L'objectif ultime, en fait, c'est la sécurité des patients, d'assurer la sécurité de tous les patients qui vont être traités par nos produits. Et le rôle de Medra là-dedans, c'est d'assurer la fiabilité des échanges, de tous les échanges d'informations, par la standardisation du vocabulaire, être sûr que tous les acteurs parlent bien de la même chose en employant les mêmes mots, qu'on se comprenne à travers tous les intervenants et à travers tous les pays. En parlant un même langage, donc tous les échanges sont plus fiables. Alors ça va depuis les résultats des recherches cliniques, par exemple dans les rapports d'études cliniques, aussi dans les publications, jusqu'au résumé des caractéristiques qui sont à destination des prescripteurs, qui sont là aussi, qui doivent là aussi être rédigés en respectant le langage Medra. Ce que vous trouvez dans le Vidal, par exemple, en France, toutes les notices produits sont rédigées en utilisant la terminologie Medra. Et donc, Medra se trouve être un outil clé pour la communication entre tous les acteurs et la transmission des informations. Et on peut mentionner en particulier en pharmacovigilance ce qu'on appelle les ICSR. Alors, ceux qui ne sont pas en pharmacovigilance ne savent peut-être pas ce que c'est. Ce sont les Individual Case Safety Reports, c'est-à-dire quand il y a un cas grave, qui répond à certains critères de gravité, la personne qui reçoit ce cas doit le transmettre très rapidement sous une forme électronique standardisée, selon une norme ICH qui s'appelle E2B, et ces rapports individuels s'appellent des ICSR, donc les rapports individuels de cas qui circulent très rapidement entre toutes les autorités et tous les pays concernés pour que l'information soit très rapidement diffusée. Et toutes les informations médicales dans ces ICSR sont codées en Medra. Et puis donc, c'est aussi un outil clé pour standardiser l'analyse des données dans des choses aussi importantes que la détection de signal en pharmacovigilance, la surveillance de sécurité lors du développement des essais cliniques, lors de la pharmacovigilance post-marketing, dans les rapports périodiques de pharmacovigilance, par exemple. C'est particulièrement important que l'information soit bien standardisée pour qu'elle soit reproductible et elle soit comparable d'un produit à l'autre, en particulier vis-à-vis des prescripteurs. Les résumés, les profils de sécurité des produits sont conçus et structurés selon des règles propres à Medra, de façon à ce que vous puissiez, en tant que prescripteur, comparer les profils de sécurité du produit fait par Sanofi, par Merck, par BMS, etc. À quoi s'applique Medra? À tous les produits médicaux à usage humain, pas seulement aux médicaments, s'applique aussi aux vaccins et aux dispositifs médicaux, en particulier ceux qui sont combinés à un médicament. Alors, où est-ce qu'on va trouver l'utilisation de Medra? Son utilisation commence dès que le médicament commence à être testé chez l'homme, c'est-à-dire en clinique en phase 1. Et tout ce qui est préclinique, toxicologie animale et autres, n'est pas dans le champ de Medra. Donc on va le trouver utilisé lors du développement clinique, phase 1, phase 2, phase 3, bien sûr pour coder les données recueillies, les événements indésirables en particulier.
On va le trouver utilisé à la phase de dépôt du dossier d'enregistrement, dans la rédaction du dossier lui-même, dans dans la brochure, dans le résumé des caractéristiques proposées par le fabricant, dans l'information de sécurité de référence. Et puis, on va le trouver évidemment utilisé dans la phase où le produit est sur le marché, que ce soit pour les études de phase 4, mais aussi dans les publications, dans la publicité, dans certains pays c'est obligatoire, et puis évidemment pour toute l'activité de pharmacovigilance, que ce soit les rapports de sécurité des cas individuels dont on a déjà parlé, et les résumés périodiques que chaque entreprise doit envoyer aux autorités sur une base périodique. Ce qu'on appelle les PSUR, Periodic Safety Update Report. Revenons un petit peu sur la gouvernance de MEDRA. Donc, MEDRA, on a dit, c'est la propriété d'ICH. Et alors, il y a un comité d'ICH, un comité bipartite comme tous les comités ICH, c'est-à-dire composé à part égale de représentants de l'industrie et de représentants des autorités de santé, qui a à charge de piloter MEDRA, MEDRA et donc de superviser ce que fait la MSSO. Ce comité ICH est nommé par l'Assemblée plénière ICH, et donc son rôle est de superviser toute l'activité de la MSSO. Donc ce comité ICH va au départ choisir l'entreprise qui va constituer la MSSO par un appel d'offres. Alors en fait depuis le début c'est la même entreprise, le même groupe de personnes qui ont remporté successivement ces appels d'offres. Donc depuis le début c'est la même organisation qui s'occupe de MEDRA, mais qui reste sous la supervision donc assez étroite, avec des réunions très régulières entre les patrons de la MSSO et le comité ICH pour rendre compte de ce qui se passe. C'est aussi le comité ICH qui fixe les montants de la souscription, qui approuve les plans de développement, les embauches, les développements d'outils, etc. Actuellement, on est un peu plus d'une cinquantaine à la MSSO pour le monde entier, avec des représentants dans toutes les grandes régions. Quelles sont les missions confiées à la MSSO ? Sa mission première, ça va être évidemment de maintenir la terminologie et de la mettre à disposition de tous les utilisateurs, mais aussi d'assurer une assistance pour répondre à toutes les questions, à tous les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs. Alors, il y a différents canaux pour ça. Il y a un service d'assistance par téléphone ou par mail. Il y a, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a un chat en temps réel. Vous avez pas tout à fait 24 heures sur 24, mais presque quelqu'un qui peut répondre en direct à vos questions. C'est pas un robot, c'est une personne. Il y a des réseaux sociaux, il y a tout un ensemble d'outils, de canaux par lesquels vous pouvez obtenir de l'assistance si besoin. MSSO donc n'est pas le propriétaire de la terminologie, mais en quelque sorte son gardien pour assurer que la cohérence de la terminologie soit maintenue tout au long des ajouts et des changements. Une autre grande mission de la MSSO, c'est de favoriser l'utilisation, en particulier par la communication avec les utilisateurs. Alors à travers différents outils, il y a un site internet, il y a de nombreux guides pratiques, il y a des réunions de groupes utilisateurs, il y a de la communication par les réseaux sociaux, des mailings, des newsletters, etc. Et puis, il y a une importante offre de formation, que ce soit par webinaire comme ce qu'on fait en ce moment, par réunion présentielle, par des tutoriels sur le site et par tout ce qui est enregistré sur la chaîne YouTube de la MSSO MEDRA. Il y a une petite exception géographique pour le Japon, puisque la MSSO couvre le monde entier, sauf le Japon, où pour des raisons historiques et diplomatiques, il y a une organisation de maintenance japonaise qui s'occupe de la version japonaise de MEDRA et qui s'occupe des utilisateurs japonais. Et puis la gouvernance,
on a dit comment ça fonctionnait, je n'y reviens pas. Bien, maintenant que nous avons vu un petit peu l'environnement organisationnel, rentrons un peu plus dans Medra et voyons son domaine d'application, ses structures et ses principales caractéristiques. Alors, son domaine d'application, son champ de ce qui contient et ce qui ne contient pas est expliqué sur cette slide. Donc, tout ce qui est dans le cercle bleu, c'est des choses qui sont dans Medra, que l'on peut coder et que l'on peut analyser donc avec Medra. Donc, c'est tous les termes médicaux qui représentent des pathologies ou des indications, mais aussi tous les examens cliniques et paracliniques et leurs résultats, toutes les interventions médicales et chirurgicales possibles. Ça peut s'étendre également aux antécédents médicaux et aussi au contexte socio-familial pertinent. On peut coder aussi les erreurs médicamenteuses et les problèmes de qualité de produit ou de dispositif médical, les problèmes d'utilisation de produits. Des termes pharmacogénétiques sont ajoutés à un rythme soutenu maintenant, évidemment. Et on peut coder aussi les problèmes toxicologiques, les toxicités liées à tel ou tel produit, médicamenteux ou non. Et puis, et ajouter dans Cercle bleu aussi les questions normalisées, les SMQ dont on va reparler un petit peu tout à l'heure. Ce qui est en rouge autour, c'est ce qui n'est pas dans Medra, que vous ne pouvez pas coder avec Medra. Déjà, tout ce qui est les noms des médicaments, ça ne fait pas partie de Medra. Medra n'est pas un dictionnaire des médicaments. Vous savez que dans les essais cliniques, en particulier, on code les médicaments concomitants avec WUDRUG, le dictionnaire de l'OMS. De même que on ne peut pas coder les noms des dispositifs médicaux, pas plus que des produits diagnostiques et des équipements médicaux. Vous ne trouverez pas non plus dans la terminologie les qualificatifs de sévérité d'un événement, savoir s'il est mild, moderate, severe, etc. C'est pas des termes Medra. Vous ne pouvez pas coder les résultats numériques des examens, c'est-à-dire vous ne pouvez pas coder glycémie à 1,8 g, mais vous pouvez coder glycémie augmentée ou hyperglycémie. Donc on peut coder les résultats d'examen sous une forme qualitative, mais pas quantitative. Vous ne pouvez pas coder non plus les données démographiques du type groupe ethnique, par exemple, ni les termes de design d'études cliniques comme randomisé, double aveugle, crossover, etc. Parlons maintenant de la structure de Medra. Je regarde s'il y a des questions qui sont arrivées, je n'en vois aucune. Donc n'hésitez pas si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions qui vous viennent de les mettre dans l'onglet questions. Alors la structure de Medra. Medra, c'est une terminologie standardisée. Au cœur d'une terminologie standardisée, ce qu'on va trouver, c'est ce qu'on appelle des termes préférentiels ou preferred terms en anglais, qu'on appelle PT dans notre jargon. C'est-à-dire que pour chacun des concepts médicaux qui a été retenu dans la terminologie, on va choisir un terme et un seul, qui est le terme préféré pour désigner ce concept médical. Vous savez que les médecins sont extrêmement créatifs dans leur vocabulaire, ils peuvent utiliser des dizaines de termes, d'expressions différentes pour une même pathologie, pour un même concept médical. Donc, le but essentiel d'une terminologie, c'est de standardiser de façon à ce qu'il y ait un terme préféré pour chaque concept. Ces preferred termes ou PT, il y en a dans Medra un peu plus de 26 000 à ce jour, ce qui veut dire que Medra est une terminologie qui va dans un grand niveau de détail. On dit que c'est une terminologie à granularité importante. J'explique ça dans la slide suivante, en comparant par exemple la terminologie qui était utilisée par l'OMS avant qu'elle opte pour Medra, qui était la terminologie WU-HART. Par exemple, il y avait un seul terme préféré pour le cancer du sein chez la femme, qui était tumeur maligne du sein femme dans la version française. Dans Medra, il y a plus de 40 termes préférés pour désigner différents types et sous-types de cancer du sein chez la femme. Donc, vous voyez que ça permet de capturer l'information avec beaucoup plus de précision, et c'est ce qu'on appelle donc une terminologie à granularité importante, forte spécificité. Alors, continuons dans la description de notre structure.
on a dit que donc, nous avions ces 26 000 termes préférés, mais en dessous de chaque terme préféré, il y a rattaché un ensemble de termes de plus bas niveau qui sont d'autres façons de parler du même concept médical. C'est ce qu'on appelle les lowest level terms ou LLT, termes de plus bas niveau en français. Et là, on en a plus de 88 000 actuellement. Donc, ça veut dire que pour chaque preferred term, on a de 1 à beaucoup de LLT qui sont des synonymes ou des quasi-synonymes du terme préférentiel. Ça permet d'avoir de trouver beaucoup plus facilement dans Medra un terme qui va se rapprocher exactement de ce qui a été rapporté par le rapporteur ou par l'investigateur. Alors ces termes sont des synonymes, c'est-à-dire c'est vraiment la même chose que le terme préféré, mais exprimé autrement, ou des quasi-synonymes, c'est-à-dire que ça introduit peut-être une petite nuance, mais qui a été considérée comme pas très significative, donc on l'a rattaché au même PT. J'illustre ça tout de suite par un exemple. Dans Medra, le concept de mal au dos a, dans la version française, le terme préféré dorsalgie. Et on va trouver rattaché à ce terme des termes qui sont des vrais synonymes, douleur dorsale, douleur du dos, douleur rachidienne, mal de dos, peut-être d'autres encore. Et on va trouver donc d'autres termes qui introduisent une petite spécificité comme lombalgie, dorsalgie aiguë ou lumbago, mais qui sont aussi classés dans le même PT quand est considérés comme des quasi-synonymes. Et puis on va aussi trouver toujours un LLT qui est juste une copie conforme du PT. Alors pourquoi ça? Eh ben, c'est pour des raisons pratiques, parce qu'il faut comprendre que lorsque vous faites du codage, vous allez chercher dans le niveau des LLT ce qui se rapproche le plus du terme que vous avez à coder, qu'on appelle le verbatim, c'est-à-dire le terme rapporté par le rapporteur ou l'investigateur. Et donc, pour que vous ayez la totalité des termes utilisables pour le codage, on a rajouté le PT que vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser pour le codage. Donc, rappelez-vous, le codage se fait au niveau LLT de la hiérarchie Medra. Voilà, on a vu les deux étages inférieurs de la structure, et au-dessus, il y a ce qu'on appelle les termes de groupage, qui vont être utilisés principalement pour faire les analyses de données. C'est une structure à 3 étages. C'est-à-dire que les termes préférés sont classés dans des groupes qui ont un contenu homogène, qui parlent de la même chose, qu'on appelle des HLT, des High Level Terms, termes de haut niveau. Ils sont eux-mêmes classés dans des groupes encore plus généraux, ce qu'on appelle des High Level Group Terms, HLGT, groupes de termes de haut niveau, et qui sont eux-mêmes classés dans la catégorie la plus haute de la hiérarchie, c'est-à-dire la classification par discipline médicale, la cardiologie, la neurologie, le digestif, l'ostéo-musculaire, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les SOC, Système Organ Class, ou en français, classification par discipline médicale, qui sont au nombre de 27. Donc on voit que la hiérarchie complète de Medra comporte 5 niveaux. Alors cette hiérarchie, elle a un intérêt absolument majeur pour l'analyse des données, on va le voir sur un exemple. Mais pour les codeurs, elle est également très utile parce que elle constitue une sorte de carte routière qui vous permet, en descendant la hiérarchie dans le navigateur, de localiser où se trouvent les termes pertinents pour ce que vous avez à coder. Ce qu'on appelle, dans le jargon des codeurs, une recherche top-down, du haut vers le bas dans la hiérarchie. Alors prenons un exemple pour clarifier un peu tout ça. Si j'examine par exemple le groupe HLT, le groupe des termes high level terms, des termes de haut niveau, qui regroupe tous les troubles des valves mitrales, de la valve mitrale cardiaque. On va trouver là-dedans toutes les pathologies de la valve mitrale, tous les PT, prolapsus, insuffisance mitrale, sténose mitrale, etc., etc. Et ce HLT concernant les problèmes de valve mitrale se trouve lui-même
inclus dans le HLGT, donc le terme de haut niveau, de toutes les valves cardiaques, tous les troubles de toutes les valves cardiaques, et bien sûr qui est rattaché à la SOC affection cardiaque. Alors l'intérêt de cette hiérarchie, c'est que par exemple si vous voulez interroger votre base de données pour retrouver tous les problèmes concernant la valve mitrale, vous allez interroger votre base de données en utilisant ce niveau-là, HLT, troubles valvulaires mitraux. Si vous voulez retrouver dans votre base tous les problèmes de valve cardiaque, qu'elles soient mitrales, aortiques, pulmonaires, intricuspides, vous allez interroger au niveau des troubles des valves cardiaques. Et puis, si vous voulez tous les problèmes cardiaques, vous interrogez au niveau de la SOC cardiaque. Le même schéma auquel on a rajouté ici le niveau le plus bas, les LLT. Si je regarde par exemple les LLT qui sont rattachés à insuffisance mitrale, on trouve donc les synonymes ou quasi-synonymes, insuffisance de la valve mitrale, régurgitation mitrale, insuffisance mitrale rhumatismale, insuffisance mitrale aggravée. Alors celui-là, il est en rouge. Eh bien, c'est pour introduire la notion de LLT périmé. C'est un LLT qui a été retiré en quelque sorte des LLT actifs valides. Alors, quelque chose qui peut être fait pour plein de raisons. Généralement, c'est parce qu'ils ne satisfont pas aux critères de qualité des termes MEDRA, soit qu'ils soient vagues, qu'ils soient ambigus, qu'ils soient mal orthographiés, tronqués, qui résultent de l'importation d'une terminologie antérieure, mais qui ne satisfont pas aux critères de qualité. Bref, ils ne doivent plus être utilisés pour coder et ils sont marqués par un flag informatique pour ne pas être utilisés par les codeurs. Généralement, votre système de codage ne vous les propose pas s'il est bien fait. Pourquoi on les garde dans la terminologie quand même? Eh bien, c'est pour assurer la compatibilité ascendante, pour que vous puissiez toujours aujourd'hui décoder une base de données qui a été codée, par exemple, il y a 10 ans, avec une version antérieure de MEDRA, ou à l'époque où ce LLT était encore valide. Voilà la liste des 27 SOC. Alors, la plupart sont des groupements par site de pathologie, par exemple, affection cardiaque, affection de la peau, etc. Certains sont des regroupements par étiologie, par exemple, infection et infestation, tumeur. Certaines sont des SOC par activité médicale, par exemple les actes médico-chirurgicaux, les investigations. Investigations, on entend par là tout ce qui est examen clinique et paraclinique. Et puis, il y a aussi deux SOC particulières, une pour les caractéristiques socio-environnementales, qui permet de capturer des informations pertinentes pour des cas cliniques, et une autre qui est pour les problèmes de produits, qui est la dernière SOC ajoutée, le 27e SOC, qui permet de coder aussi tous les problèmes rencontrés avec les produits, les plaintes sur la qualité du produit, les dysfonctionnements des dispositifs, etc. Alors le classement des termes dans ces SOC obéit à des règles sophistiquées qui reflètent la complexité de la médecine, et on va le voir dans un instant en parlant de multi-axialité. Ça vous donne un petit aperçu de comment est représentée la hiérarchie dans le navigateur, mais on fera une petite démonstration tout à l'heure, donc je m'arrête pas trop sur cette diapositive. En plus des termes écrits en langage médical, en langage lisible par l'être humain, disons, dans MEDRA, il y a des codes numériques. C'est-à-dire que chaque terme de MEDRA, quel que soit son niveau hiérarchique, est associé à un code numérique unique. Pourquoi on fait ça? Parce que les humains aiment bien échanger de l'information avec des mots, mais les machines, elles préfèrent échanger de l'information avec des codes numériques, c'est beaucoup plus efficace. Ces codes numériques, ils n'ont aucune signification intrinsèque, hein, n'y cherchez pas une information pour savoir quel est son niveau hiérarchique ou quelle est sa valeur. Ils sont parfaitement arbitraires, ils sont juste attribués séquentiellement. Et donc, ils sont très utilisés par tous les standards d'échange d'informations,
et en particulier dans les ICSR de pharmacovigilance, les rapports de cas individuels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un intérêt majeur de ces codes numériques, c'est qu'ils permettent de faire le lien entre toutes les langues. C'est-à-dire que MEDRA existe non seulement en anglais, mais dans plein d'autres langues. Actuellement, il y en a 21 langues publiées et d'autres traductions sont en cours. Mais alors, je vais zoomer un petit peu et vous allez voir que, voilà, par exemple, ce code 119.211 qui veut dire headache en anglais, c'est le même code qui veut dire céphalée en français et dans toutes les langues dans lesquelles MEDRA existe. Donc ce code numérique, il est unique pour chaque terme, quelle que soit la langue dans laquelle le terme est exprimé. Donc vous voyez que ça constitue un assez fantastique outil pour échanger de l'information entre toutes les langues. Et ça constitue accessoirement aussi un outil extrêmement apprécié des traducteurs médicaux, puisque grâce à ça, vous pouvez avoir l'équivalence de tous les concepts médicaux et une équivalence validée, officielle, dans toutes les langues dans lesquelles MEDRA existe. Ça permet aussi d'assurer la cohérence des informations destinées aux prescripteurs dans tous les pays, et puis d'assurer que les échanges internationaux, en particulier en pharmacovigilance, sont fiabilisés au maximum. Alors, parlons de la structure multiaxiale, ce mot savant que j'ai lancé tout à l'heure. Pour expliquer ça, je voulais simplement vous poser une petite question. Si vous étiez acteur dans la classification de MEDRA, appartenu à l'MSSO, et on vous dit où est-ce qu'il faut classer accident vasculaire cérébral? Alors, est-ce que vous classeriez ça dans la SOC neurologie ou dans la SOC vasculaire? Posons la question avec le système de quiz, tiens. Donc vous devriez pouvoir répondre là sur votre système pour voir ce qui vous paraît le plus pertinent. Alors on sent de l'hésitation et je dirais que c'est absolument normal. C'est absolument normal parce que les deux sont pertinents. Un AVC, c'est évidemment un problème neurologique et c'est aussi évidemment un problème vasculaire. Donc ça n'aurait pas beaucoup de sens médicalement de choisir arbitrairement de le classer uniquement en neurologie ou uniquement en vasculaire. En fait, ce qu'on voudrait, c'est de pouvoir le classer dans les deux. Eh bien, c'est ça que permet une structure multiaxiale, c'est-à-dire qu'un terme peut être classé dans plusieurs branches de la classification. Voilà comment est classé l'AVC, le terme préférentiel accident cérébrovasculaire dans MEDRA. Il appartient à la fois à la SOC affection du système nerveux et à la SOC affection vasculaire. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important, encore une fois, pour pouvoir faire une analyse de vos bases de données complète et médicalement exacte. C'est-à-dire que si vous interrogez votre base de données pour retrouver tous vos cas de problèmes vasculaires rencontrés avec votre produit, donc vous allez interroger la SOC affection vasculaire, et dans tous les problèmes, vous allez inclure les AVC. Et si vous voulez retrouver tous les problèmes neurologiques que vous avez eus avec votre produit, vous allez interroger la SOC affection du système nerveux, et vous allez aussi inclure vos AVC. Donc c'est là tout l'intérêt d'une classification, une terminologie multiaxiale, c'est de permettre de retrouver tous les cas pertinents sans omission en reliant chaque concept médical à toutes les classes pertinentes de la hiérarchie. Alors vous voyez que ça passe également par plusieurs HLT, par plusieurs HLGT. Les HLT peuvent eux-mêmes être reliés à plusieurs SOC. Donc il y a des flèches dans tous les sens quand on regarde la terminologie et les relations dans la terminologie MEDRA.
Voilà un autre exemple pour illustrer, par exemple, le concept de grippe, eh bien, il est relié à la fois à la SOC des affections respiratoires thoraciques médiastinales et à la SOC infection et infestation. Voilà. Donc, ce même concept médical peut être relié, rattaché à plusieurs SOC. Ça permet donc des analyses correctes et complètes, sans omission de données. Mais ça pose quand même un petit problème pratique. Les problèmes pratiques, c'est que avec toutes ces relations, on risquerait, lorsqu'on fait une analyse résumé, un profil de résumé global de sécurité du produit, eh bien, on risquerait de compter le même événement dans plusieurs SOC et on aurait un total qui ferait plus de 100%. Alors, pour éviter ça, on a mis en place une règle toute simple, c'est d'attribuer à chaque PT une SOC primaire. Et c'est lorsqu'on fait une analyse globale, un résumé de sécurité du produit, par exemple, qui indique le pourcentage d'événements dans chaque SOC, eh bien, on compte les PT uniquement dans leur SOC primaire. Ça permet donc d'éviter les doubles comptages, d'avoir un total qui fait bien 100% des événements rapportés. Cette allocation de SOC primaire, elle est faite une fois pour toutes par la MSSO selon des règles précises que j'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui, mais qui sont expliquées sur le site et dans d'autres webinaires. Et elles s'imposent à tous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de changer, vous, pour des besoins ou des opinions internes à votre organisation, la SOC primaire d'un PT. Tout le monde doit travailler avec les mêmes allocations de SOC primaire. De cette façon-là, les profils de sécurité sont faits selon les mêmes règles, quelle que soit l'entreprise, et donc sont comparables entre eux. Par exemple, si je reprends l'exemple de la grippe, eh bien, en fonction des règles internes appliquées par la MSSO, la SOC primaire, c'est la SOC infection et infestation, et la SOC secondaire, c'est la SOC infection respiratoire. Alors, voyez au passage que ces liens vers des SOC primaires et secondaires, en fait, sont une représentation informatique de connaissance médicale. C'est la connaissance médicale de savoir qu'une grippe, eh bien, c'est une infection respiratoire et c'est aussi une infection. Les exemples que j'ai montrés, il n'y avait que 2 liens, mais ce n'est pas limité à 2 liens. Il peut y avoir un lien vers toutes les SOC pertinentes. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 8. Certains termes préférentiels sont reliés jusqu'à 8 SOC différentes, pertinentes. Donc, elle est généralisée, cette multiaxialité, dans Medra. Allez, un petit quiz pour vous faire travailler un petit peu avant de passer à la suite. Combien y a-t-il de termes dans Medra? Allez-y, lancez vos réponses. Est-ce que c'est entre 20 000 et 30 000, 30 000 à 80 000, 80 000 à 150 000 ou plus de 150 000? Alors voyons vos réponses. Voilà. Pardon. Eh bien la bonne réponse c'était 80 000 à 150 000. On doit avoisiner les 100 000 actuellement. Si on compte tous les étages de la hiérarchie, hein, depuis les LLT, qui sont des termes MEDRA, les low-level termes, les termes de plus bas niveau, jusqu'au SOC, il y a un peu plus de entre je ne vais pas compter à vrai dire, mais entre 90 000 et 110 000. Voilà. Donc la bonne réponse, c'était celle-ci. Une autre question pour vous. Un LLT peut être lié à plusieurs PT. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de dire. Voyons vos réponses.
Alors, c'est une question un peu piégeante puisque je vous ai expliqué qu'il y avait des liens dans tous les sens. Mais rappelez-vous que les LLT sont des synonymes ou des quasi-synonymes d'un PT. Donc un LLT ne peut pas être lié à plusieurs PT. Un LLT est forcément lié à un seul PT, puisqu'il est relié à un seul concept médical. Donc la bonne réponse, c'est que c'est faux. Un PT ne peut pas être lié à plusieurs PT. Un LLT ne peut pas être lié à plusieurs PT, pardon. Encore une petite question, est-ce qu'un PT peut être lié à un ou plusieurs HLT? Vos réponses. Bravo, 100% juste. Félicitations. Encore une petite question. Dans tous ces concepts médicaux, lesquels peuvent être codés avec MEDRA? Alors là, vous pouvez faire plusieurs réponses. Vous cochez tous ceux qui, à votre avis, peuvent être codés avec MEDRA. Ok, merci. Alors, en fait, la plupart pouvaient être codés avec MEDRA, sauf les médicaments concomitants, puisque je vous rappelle que MEDRA ne permet pas de coder les médicaments. La sévérité d'un événement indésirable, vous ne pouvez pas la coder avec MEDRA, ça ne fait pas partie de la terminologie. Et puis, qu'est-ce qu'il manquait? Alors, ça commence à être difficile à lire. Panne d'un dispositif médical, oui, c'est possible. Examen de laboratoire effectué. Plainte sur la qualité d'un... Et groupe ethnique du patient. Groupe ethnique du patient, ça ne fait pas partie de la terminologie MEDRA. Donc, ces trois choses-là, vous ne pouvez pas les coder. Une dernière question pour vous. Supposez que vous ayez le terme dyspnée d'effort, qui est un terme préférentiel. Dans quel SOC est-ce que ça va être classé à votre avis? Alors je vous l'ai pas dit, mais généralement les termes sont classés dans la SOC correspondant à l'apparition principale des symptômes, à la localisation des problèmes. Eh bien bravo à vous parce que je vous avais donné dans l'ensemble les bonnes réponses. C'est-à-dire que bien sûr ça va être classé en respiratoire, mais grâce à la multiaxialité, ça va aussi être classé en cardiologie, puisque, bien entendu, la dyspnée d'effort, c'est un symptôme cardiologique majeur. Et on voit une fois encore que MEDRA contient, sous la forme de ces relations, contient de la connaissance médicale. Ce que je vais essayer d'illustrer par cette slide-là, là on a représenté un petit bout de la hiérarchie MEDRA, avec quelques PT, des HLT, des HLT, des SOC, pour s'intéresser aux relations qui existent entre tous les termes. Alors on a dit il y a les liens primaires, chaque PT est relié à une SOC et une seule par un lien primaire, plus tous les liens secondaires pertinents qu'on a vus, comme par exemple entre dyspnée d'effort et cardiologie, donc deuxième ensemble de liens. Et s'y rajoute en fait un troisième type de lien dont on n'a pas encore trop parlé, qui sont ces fameuses SMQ, questions MEDRA standardisées, qui sont des regroupements de termes pertinents pour une pathologie particulière, une condition médicale particulière. Par exemple, si vous voulez retrouver tous les termes pertinents pour l'allergie, vous allez en trouver dans la SOC dermato, dans la SOC digestive, dans la SOC respiratoire, dans la SOC oculaire, etc. Et donc, on a créé des SMQ qui vont aller prendre tous les termes pertinents dans chacune des SOC et qui permettent d'interroger globalement à la base sur tous les cas d'allergie. Ce qu'on appelle donc. Et donc, c'est encore des liens qui représentent de la connaissance médicale.
Donc on peut dire quelque part que, au-delà d'une simple terminologie, MEDRA est même une ontologie au sens informatique de ce mot. C'est-à-dire, par définition, une ontologie informatiquement, c'est un ensemble structuré de concepts qui représentent un domaine de connaissance de façon qui est exploitable par la machine, exploitable pour l'analyse. Donc toutes ces relations qu'on a vues, toutes ces flèches, cette immense toile d'araignée qui relie les termes MEDRA entre eux, c'est de la connaissance médicale exploitable par la machine, et grâce à ça, vous allez pouvoir produire des analyses puissantes médicalement et pertinentes de vos bases de données. Alors, il faut un petit peu apprendre à maîtriser et à exploiter tout ça. Ça sera l'objet des webinaires qui auront lieu à la fin du mois et en juin. Et puis aussi, vous pouvez trouver beaucoup de formations sur le site MEDRA et des conseils dans les documents qui sont mis à votre disposition. Bien, alors je m'arrête une seconde, voir s'il y a des questions. Alors, il y a quelques questions. Quelqu'un me demande de revenir sur la slide sur la dorsalgie. Je crains qu'on n'ait pas trop le temps de faire ça parce que le programme est assez chargé. La différence entre SOC et SMQ. Alors, je reviens sur la différence. La SOC, donc, c'est les grands chapitres de la médecine, hein, tout ce qui est cardiologie, tout ce qui est hématologie, tout ce qui est digestif, etc. Les SMQ, ça va être plutôt transversal, c'est-à-dire des pathologies qui sont qui existent dans plusieurs systèmes de l'organisme. Donc je vous ai donné l'exemple des allergies. On peut penser par exemple aussi aux hémorragies. Si vous voulez retrouver tous les cas d'hémorragie dans votre base de données, eh ben, il peut y avoir eu des hémorragies un peu partout, hein, des hémorragies cutanées, des hémorragies digestives, des hémorragies cardio-respiratoires, etc. Et donc, on va une SMQ qui va aller picorer tous les PT pertinents dans tous les systèmes, dans toutes les SOC. À la fin de ce webinaire, il y a quelques slides là-dessus qui vont peut-être vous éclairer un peu plus. Dernière question tout à fait pertinente. Est-ce que le SOC primaire est choisi par défaut? Qui décide quel est le SOC primaire pour un PT donné? Alors, qui décide? C'est la MSSO, de façon, mais en suivant des règles parfaitement claires, que vous pourrez voir sur le site. Mais c'est la MSO et ce n'est que la MSSO, c'est-à-dire que c'est avalisé par ICH, donc ça s'impose absolument à tout le monde. Il est totalement contraire aux règles de changer la SOC primaire d'un PT. J'ai une autre question qui va sans doute s'éclairer avec la suite du webinaire qui dit: doit-on utiliser les mêmes niveaux pour le reporting et le codage dans la base de données? Alors pour le codage, je vous ai dit, on utilise le niveau LLT et uniquement le niveau LLT, c'est-à-dire, on va le voir dans une seconde comment on fait du codage, ça va clarifier les choses. Par contre, pour l'analyse, là, on va exploiter tous les niveaux pour couvrir la spécificité du sujet auquel on s'intéresse. Je pense que ça va s'éclaircir un petit peu avec la suite du webinaire. Alors, parlons un peu de la maintenance de MEDRA. Bon, MEDRA, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas du tout une terminologie figée. C'est une terminologie qui est améliorée en permanence pour répondre aux besoins des utilisateurs et suivre l'évolution de la médecine. Par exemple, lorsqu'il y a eu la Covid-19, on a rajouté évidemment beaucoup de termes en très peu de temps. Alors cette évolution, elle résulte en fait essentiellement des demandes des utilisateurs. Puisque les utilisateurs, du moment que votre organisation est souscrit à MEDRA, vous avez le droit de soumettre des demandes de changement à la MSSO, qu'on appelle des change requests, CR, jusqu'à une centaine par mois et par organisateur, et par organisation. Et toutes ces demandes sont examinées par un groupe de médecins internationaux spécialisés qui vont accepter ou non d'ajouter ou de faire la modification que vous souhaitez. Et ils vont généralement vous répondre en 7 à 10 jours ouvrables pour vos demandes. Il faut savoir que
on reçoit chaque semestre entre 1000 et 2000 demandes de changement. La plupart sont des demandes d'ajout de nouveaux termes. Et que, grosso modo, 80% ou plus des termes, des demandes sont acceptés. Lorsqu'il y a des demandes de changement complexes, on entend par là des changements concernant les hiérarchies, les rattachements hiérarchiques. Il faut un peu plus de temps à la MSSO pour répondre. Et puis, la procédure, c'est que les projets de changement complexes sont soumis à la communauté des utilisateurs pour commentaires pendant quelques semaines ou mois avant d'être implémentés de façon à ce que vous puissiez juger de l'impact que ça va avoir sur vos bases et nous faire part de problèmes éventuels. Donc, en fonction de toutes ces demandes de changement reçues des utilisateurs, Medra publie une nouvelle version 2 fois par an, le 1er mars et le 1er septembre. Celle de mars, on l'appelle version X, par exemple, on est à la version 26.0 ou 26.1. Actuellement, on est à la version 27.0. Voilà. Comment sont formulées ces demandes de changement? Alors, c'est pas en texte libre dans un mail. Il faut faire ça en utilisant l'outil mis à votre disposition sur le site Medra, l'outil qui s'appelle WebCR. CR, ça veut dire Change Request. Donc, vous avez l'URL ici. Donc, c'est un outil qui vous permet de saisir votre demande, de confirmer immédiatement que ça a été bien reçu, également d'exporter les requêtes soumises si vous devez le faire approuver, par exemple, en interne. Ça vous permet également d'explorer tout l'historique des demandes de changement depuis le début ou quasiment, de voir si par exemple la demande que vous proposez de faire a déjà été faite et si elle a été acceptée ou pas, ou refusée et pour quelle raison. Voilà. Bon, je passe rapidement, ça vous donne un petit aperçu de à quoi ressemble l'interface. Alors, il faut montrer patte blanche au départ, il faut donner l'identifiant Medra de votre organisation et puis un mot de passe. Alors, c'est un mot de passe spécial pour les demandes de changement, parce que généralement, en particulier dans les grosses organisations, on ne veut pas que n'importe qui puisse faire des demandes de changement. Généralement, c'est réservé à quelques correspondants Medra, un peu experts de la terminologie, qui centralisent les demandes de changement. Par contre, si la demande de changement concerne une traduction, par exemple, si vous voyez qu'un terme est mal traduit en français et que vous souhaitez demander un changement, là, vous pouvez utiliser le mot de passe standard de votre organisation. Ça permet de faire les demandes de changement de traduction. Bon, je passe rapidement parce que c'est pas le but de faire une démonstration de cet outil de Change Request. Et il y a des formations et des aides en ligne qui permettent de faire ça assez facilement. Simplement, évidemment, c'est important d'expliquer le rationnel pour que l'équipe médicale, les experts médicaux comprennent bien ce besoin et puissent valablement juger si c'est justifié ou pas d'ajouter ce terme. Et c'est toujours bien si vous pouvez mettre une référence bibliographique en plus. Ça aide évidemment à la décision. À côté de ce mécanisme, il y a ce qu'on appelle la maintenance proactive de Medra, c'est-à-dire que là, c'est en dehors du système de change request par web. Si vous avez une remarque plus générale sur la cohérence entre plusieurs termes, par exemple, vous pouvez écrire un mot au helpdesk, au bureau d'assistance, en expliquant ce que vous suggérez comme amélioration dans Medra. Alors, c'est un exemple réel. Hein. Un utilisateur a constaté que c'était pas très cohérent d'une SOC à l'autre la façon de classer les contusions et les ecchymoses. Donc, il a demandé à ce que ça soit harmonisé et on a trouvé chez Medra que c'était une excellente idée et ça a été fait. Voilà. Pour illustrer un peu ça, on va faire ce petit quiz. Supposez que vous ayez reçu ces demandes que la MSSO reçoive ces demandes d'ajout de termes. À votre avis, lesquelles seraient acceptées? Vous pouvez cocher plusieurs réponses là.
Eh bien, merci pour vos réponses. Alors effectivement, la plupart d'entre vous ont coché infection à norovirus, qui est, si ça n'existe pas dans Medra, c'est clair que c'est un concept médical parfaitement valide et que ça sera accepté. Excusez-moi. IM, effectivement, ça ne va pas être accepté parce que c'est une abréviation qui n'est pas univoque, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Infarctus du myocarde, mais peut-être aussi insuffisance mitrale ou que sais-je encore. Et donc, on évite évidemment d'accepter dans Medra des termes ambigus, des termes qui ne sont pas parfaitement clairs. Insomnie avec apnée du sommeil, eh bien, ça va être probablement refusé. Pourquoi? Parce que c'est un terme combiné. Alors, dans toute la mesure du possible, on évite les termes combinés dans Medra parce que potentiellement, on pourrait combiner tout avec tout et avoir une explosion du nombre de termes. Donc, en fait, c'est deux concepts médicaux séparés, insomnie et apnée du sommeil. C'est deux pathologies différentes qui peuvent coexister, bien sûr, mais ce n'est pas un concept médical unique. Et puis, le dernier, eh bien, il ne va pas être accepté non plus parce qu'il est vague. Augmentation de fréquence des crises, ben, on ne sait pas si c'est des crises d'épilepsie, des crises d'angoisse, des crises d'asthme. Donc, c'est un terme qui ne va pas être accepté dans Medra. Voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu les raisonnements qui sont tenus par ce comité international. À côté des outils dont on a parlé déjà, qui est le WebCR, je vais présenter les autres outils Medra proposés par la MSSO. Et le premier d'entre eux, évidemment, c'est les navigateurs, puisque Medra, c'est une terminologie, vous avez vu, complexe, qui a des liens dans tous les sens. Il est totalement impossible de l'utiliser sur papier. Ça n'existe pas en forme papier, ça ne peut exister qu'en forme informatique. Alors, pour ça, on vous fournit, pour l'explorer, cette terminologie, et pour vous aider à faire du codage, on vous fournit des navigateurs. Alors, il y a d'autres sociétés sur le marché qui proposent des navigateurs et des outils de codage. Il y a trois outils qui sont des navigateurs. Il y a sur ordi, il y a le navigateur de bureau, donc qui est une application que vous téléchargez, dans lequel il faut aussi télécharger les fichiers de données Medra. Et puis, il y a le navigateur web, qui est un navigateur en ligne, qui est sur le site Medra. Les interfaces sont quasiment identiques entre les deux, et on va faire une toute petite démo rapide dans un instant. Et puis, il y a une version light que vous pouvez utiliser sur les instruments portables type tablette ou autre téléphone smartphone qui existe sous Android et sous iOS. C'est pas une application, hein, c'est juste un lien vers un navigateur en ligne light, voilà, qui vous permet de faire un certain nombre de choses si vous n'avez pas d'ordinateur et que vous devez répondre à une question Medra. Alors ces navigateurs, ils nécessitent tous que vous ayez un identifiant et un mot de passe de votre organisation. Ils vous permettent de naviguer dans la terminologie, mais aussi d'explorer les SMQ. Ils existent de toutes les langues de Medra. Toutes les langues de Medra sont disponibles. Vous pouvez choisir la langue de votre interface. Et il y a quelques fonctions qui sont bien pratiques. Par exemple, vous pouvez exporter les résultats de vos recherches de termes vers un fichier Excel, par exemple, pour lancer une interrogation dans votre base de données, par exemple. Quelques autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Il y a un mode où vous pouvez voir les termes qui sont les termes futurs de la prochaine version qui ont déjà été acceptés par le comité mais qui vont donc être publiés seulement dans la prochaine version, ce qu'on appelle des termes supplémentaires. Ça, c'est uniquement valable pour les termes anglais, hein, puisque les termes ne peuvent être ajoutés que dans la version maître, qui est la version anglaise. On ne peut pas ajouter un terme dans la version française qui n'existerait pas dans la version anglaise. Les navigateurs vous permettent d'afficher les liens primaires et secondaires, et ils vous permettent aussi des fonctions très puissantes d'analyse de vos propres données. Grâce à la hiérarchie, qui est en soi un outil d'analyse, ou grâce au SMQ,
vous pouvez télécharger vos propres données extraites de votre base et obtenir des analyses médicalement puissantes. Je vais faire une petite démonstration rapide de ce navigateur. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, quand vous êtes sur le site Medra, je vais faire une démonstration avec le navigateur en ligne parce que ça permet de zoomer un peu et ça, c'est plus lisible pour vous. Donc ici, il y a un raccourci. WBB, ça veut dire Web Based Browser. Donc vous allez devoir d'abord, c'est pas très rapide aujourd'hui, tant qu'à faire, on va lui faire parler français. Donc vous devez mettre votre identifiant de votre organisation et le mot de passe de votre organisation. Voilà. Alors voilà comment se présente l'interface utilisateur. Alors je vais zoomer un peu. En haut, on a un certain nombre d'options. Vous pouvez choisir la langue de l'interface qui vous permet d'aller directement sur ce qu'on appelle des descriptions de concepts médicaux. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des quasi-définitions. Je vous ai dit tout à l'heure que dans Medra, il n'y avait pas de définition. Mais pour quelques termes pour lesquels c'était difficile de se comprendre entre tous les pays parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes compréhensions de certains termes, en particulier tout ce qui tourne autour des problèmes d'utilisation des médicaments, du type mésusage, surdosage, abus, addiction, utilisation hors AMM, etc. Il est apparu nécessaire de se mettre d'accord sur le sens du terme dans Medra, pour que tout le monde ait la même compréhension des choses. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas énormément de ces termes qui sont définis. Mais par contre, ces définitions sont importantes à connaître pour utiliser les termes à bon escient. Donc, vous pouvez y aller directement avec ça. C'est aussi disponible dans la doc Medra. Je passe rapidement sur les autres petits boutons bleus. Ici, vous avez des liens directs vers la documentation de Medra. Donc, tout ce qui est les guides d'introduction à Medra, les guides d'utilisation des SMQ, les bonnes pratiques de codage qu'on appelle donc les PTC, on va en parler dans un instant. Et puis ici, les deux boutons qui vous permettent d'accéder à l'analyse de vos propres données, soit par analyse de hiérarchie, soit par les SMQ. Vous pouvez ici choisir l'affichage de la version, la langue de Medra que vous voulez utiliser. Vous pouvez faire afficher jusqu'à 3 langues en même temps. Ça vous permet c'est bien pratique pour essayer de faire des traductions, par exemple. Là, vous choisissez entre la vision par SOC ou par SMQ. Et puis, vous avez quelques options d'affichage, etc. Ensuite, dans la partie gauche, vous avez le navigateur proprement dit, qui permet de se balader dans... non, ça, je vais enlever les codes. Voilà, ça sert à rien d'afficher les codes, ça ne fait que compliquer l'affichage. Donc c'est là que vous allez pouvoir descendre la hiérarchie pour voir tous les les HLGT, ensuite les groupes d'un niveau un peu plus bas, ensuite tous les PT. Alors il y a différentes couleurs, je vous expliquerai très rapidement à quoi ça correspond, et puis vous pouvez descendre comme ça jusqu'au niveau des LLT. Les couleurs, il y a une petite explication des codes couleurs ici, légende. En gros, ça vous dit si le PT que vous voyez, il est rattaché par lien primaire à cette SOC, ou si en fait il est rattaché à une autre SOC, c'est-à-dire qu'il apparaît ici par la vertu de son lien secondaire. Voilà. Donc c'est cette partie gauche qui vous permet de vous promener dans la hiérarchie, de descendre du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau. Et ici, dans la partie centrale, vous avez ce qui vous permet de rechercher un terme
pour, par exemple, pour coder. Supposez que vous ayez un cas qui vous arrive avec insuffisance rénale. Vous cherchez ce qu'il y a comme terme MEDRA là-dessus. Vous voyez que j'ai pas besoin de taper les termes en entier, je peux taper juste des fragments de chaîne de caractères. Et le système va vous montrer tous les termes MEDRA, qu'ils soient des LLT, des PT ou des HLT, qui contiennent les chaînes de caractères qu'on a mis ici. Donc vous voyez, si je regarde tous les LLT, on voit qu'il y en a à peu près 80 qui contiennent insuf et rénal. Ce qui peut être intéressant, c'est que d'utiliser aussi des fonctions dans un menu secondaire, c'est-à-dire vous faites un clic droit sur un terme et vous allez pouvoir le voir, ouvrir le navigateur et le voir en situation, c'est-à-dire où est-ce qu'il est, je ne le vois plus. Voilà, voir où est-ce qu'il est dans la hiérarchie, quel est son PT, quel est son HLT. C'est souvent très recommandé de faire ça quand on fait du codage, quand on trouve un terme pour s'assurer que c'est bien ce à quoi on pense en regardant où est-ce qu'il est classé dans la hiérarchie. Un clic droit, ça vous permet aussi de copier le terme pour aller le coller ailleurs ou copier son code numérique. Et puis quand vous cliquez sur un terme, vous avez également ici dans la partie droite une description détaillée de ce terme avec son code, les endroits où il apparaît dans MEDRA, c'est là que vous voyez quelle est sa SOC primaire, éventuellement s'il appartient aussi à une SMQ, vous le voyez ici. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore là-dessus? Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin dans la démonstration parce que le temps passe. Vous trouverez dans les tutoriels et dans les webinaires enregistrés des démonstrations plus approfondies de toutes les fonctions de ce navigateur, de ce browser. Par exemple, on peut faire du filtrage ici par SOC, ou on peut utiliser avec la recherche avancée des opérateurs booléens comme contient, ne contient pas, et ou, etc. Voilà, j'interromps ici la démonstration, c'était juste pour donner un petit aperçu. Et on va maintenant parler d'un autre outil qui vous est proposé par MEDRA, qui est l'outil d'analyse de version. Alors, je vous ai dit que MEDRA arrivait avec une nouvelle version tous les 6 mois, avec environ 1000 à 2000 nouveaux termes, et éventuellement des changements dans la hiérarchie. Et il y a des impératifs réglementaires assez exigeants, surtout en pharmacovigilance, concernant l'utilisation de la version la plus récente de MEDRA. Vous devez vous tenir à jour et tenir votre base de données à jour. Et c'est pas une opération simple de faire cette mise à jour de vos données avec chaque nouvelle version, c'est ce qu'on appelle le versionning. Et ça peut, quand vous avez une grosse base de données, ça peut nécessiter pas mal de ressources et de travail. Alors, le versionning, ça consiste en gros à identifier l'impact de changements sur les données de votre base de données et de modifier ce qui doit l'être dans votre codage. Donc c'est une opération qui est un petit peu complexe à faire et la MSSO vous propose un outil pour vous aider à faire ça, qui est l'outil d'analyse de version MVAT, MEDRA Version Analysis Tool. Donc vous avez l'URL ici, qui est un outil qui est fourni gratuitement à tous les utilisateurs et qui va vous permettre d'une part d'analyser toutes les différences entre deux versions de MEDRA, qu'elles soient consécutives ou non. Donc chaque changement va être décrit et surtout qui va vous permettre de faire un rapport d'impact sur vos données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir charger votre base de données d'une étude par exemple ou d'un produit en pharmacovigilance. Vous pouvez charger des fichiers qui vont jusqu'à 100 000 lignes et l'outil va vous donner l'impact du changement entre la version X et la version Y de MEDRA. Voilà. Ça va vous aider à faire votre versionning.
Bon, là encore, c'est un outil qui est disponible dans toutes les langues gérées par Medra, qui peut même vous permettre de faire l'analyse d'impact sur les termes qui vont arriver dans la prochaine version et vous permettre d'analyser également l'impact sur les socles secondaires qui sont modifiés. Bon, alors ça aussi, c'est un aperçu de l'interface. On va simplement choisir la langue, le numéro de version, etc. et lancer l'analyse. Alors là aussi, je ne vais pas m'attarder. Il y a des webinaires enregistrés que vous pouvez consulter si vous devez utiliser l'outil qui vont vous permettre de le maîtriser, mais c'est relativement intuitif. Alors, je m'arrête pour regarder s'il y a quelques questions avant d'aborder le codage. Alors, quelqu'un dit, je vois que certains LLT sont aussi des PT. C'est une très bonne remarque, mais c'est quelque chose que j'avais signalé lorsque j'ai expliqué la structure, que tous les PT sont répétés au niveau du LLT. Tous les PT sont aussi des LLT, puisque lorsque vous allez coder, ce dont on va parler maintenant, vous allez chercher uniquement des termes au niveau LLT. Et donc, c'est une bonne chose que le PT soit présent là aussi, puisque le PT, c'est le terme préféré pour ce concept médical particulier qui vous intéresse. Autre question pertinente, lorsqu'on fait une recherche, quelle vue de navigation recommandez-vous, SOC ou SMQ? Alors, quand on fait une recherche pour faire du codage, c'est évidemment dans la vue SOC qu'on va utiliser. La vue SMQ, c'est juste lorsqu'on envisage d'utiliser une SMQ dans le but d'analyser ces données avec une SMQ. Alors, parlons du codage. Alors, c'est pas aujourd'hui que vous allez devenir des codeurs certifiés, mais c'est juste une petite introduction de quelques grands principes généraux. Et puis, évidemment, ceux qui doivent faire du codage, je les invite à suivre les prochains webinaires. Mais avant de se plonger dans le codage, je trouve qu'il serait bon de s'interroger un moment de pourquoi on code et qu'est-ce que c'est qu'un codage de qualité. En fait, un codage de qualité, c'est un codage qui remplit ses objectifs. Et les objectifs du codage, c'est quoi? Alors, fait bien de se poser la question. Au jour d'aujourd'hui, où l'analyse du langage naturel devient tellement puissante, pourquoi est-ce qu'on s'embête encore à coder les données? Eh bien, on code les données parce que, malgré tous les progrès de l'intelligence artificielle, on ne saurait pas analyser du texte libre, des données rapportées en texte libre, avec leur immense variété, de façon scientifiquement assez fiable, assez crédible, en faisant de l'analyse du langage naturel. Donc, on continue d'être obligé de passer par cette étape de codage pour ce que les linguistes appellent les terminologistes appellent de la normalisation du langage, pour pouvoir faire une analyse scientifiquement valide des données qu'on reçoit en texte libre. On peut dire en fait que le codage, c'est une opération de classification. On peut imaginer Medra comme une immense armoire avec 26 000 tiroirs correspondant aux 26 000 termes préférentiels. Et chaque verbatim, chaque événement indésirable, par exemple, il s'agit de le classer dans le bon tiroir, de façon à pouvoir ensuite, et de façon fiable, compter les occurrences, faire des comptages. Par exemple, c'est ce qui est fondamental dans l'opération de détection de signal, c'est basé sur le comptage des occurrences des PT. Ou sélectionner, retrouver des cas. Par exemple, je veux retrouver dans ma base tous les cas ayant une réaction auto-immune après la prise de mon produit parce que je suspecte qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là, donc je veux revoir tous les cas, éventuellement fournir tous les cas aux autorités qui me les demandent. Voilà pourquoi c'est toujours primordial aujourd'hui de faire du codage. Juste pour illustrer l'immense créativité des médecins ou des gens qui nous rapportent ça peut être les utilisateurs aussi, qui nous rapportent des informations. Ça, c'est un vrai exemple tiré d'une base de données réelle de pharmacovigilance. Voilà ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire les termes utilisés par les rapporteurs ou les investigateurs. Et le codeur va devoir reconnaître que toutes ces façons d'exprimer
le concept se rapportent en fait toutes au concept de glossite, d'inflammation de la langue. Et je doute au jour d'aujourd'hui que aucun système d'intelligence artificielle soit capable de faire ça correctement. Donc ça nécessite quand même une culture médicale assez avancée pour faire ça correctement. Voilà, on comprend bien donc ayant dit ça que la qualité première d'un codage, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire que les gens ils aient toujours mis les mêmes concepts dans le bon tiroir et dans le même tiroir. C'est la qualité essentielle à atteindre pour un codage, c'est la cohérence, de façon à pouvoir faire après du comptage et de l'extraction de cas de façon fiable. C'est plus facile à dire qu'à faire d'être cohérent lorsqu'on fait du codage. Voilà un exemple, par exemple, que j'ai trouvé dans une audit de base de données de pharmacovigilance. Il y avait 2 cas, à quelques distances l'un de l'autre, qui avaient exactement le même terme rapporté comme événement indésirable par 2 investigateurs différents, j'imagine. Thrombose sur stade coronaire. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas de terme EDRA qui permettait de coder exactement ce concept. Donc, un codeur qui a codé ça thrombose d'artère coronaire, ce qui n'est pas faux. L'autre a codé occlusion de stent, ce qui n'est pas faux non plus. Mais c'est un codage qui n'est pas cohérent. Avec le risque que donc l'analyse de données risque de rater le signal de tolérance. Puisqu'on aura un cas de chaque au lieu d'avoir 2 cas. Vous savez, les détections de signal, ça se fait parfois sur très peu de cas. Donc, le manque de cohérence entraîne un risque de ne pas identifier un effet secondaire, donc un risque potentiel pour la santé publique. Donc, il est absolument primordial lorsqu'on fait du codage de prendre des mesures pour assurer la cohérence du codage. Et la première de ces mesures, c'est d'avoir des conventions de codage. Des conventions de codage de façon à ce que tous les codeurs, quel que soit le produit, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le moment, et quelle que soit leur humeur du jour, ils codent de la même façon. Et bien pour ça, on a des documents. Un document qui est émis par ICH, qui s'appelle les points à considérer, et qu'on va voir dans un moment, qui donne tout un ensemble de principes et de règles à suivre pour essayer d'amener le plus possible de cohérence dans le codage. Et puis, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, par exemple des fonctionnalités de votre système qui va vous alerter si vous codez différemment de votre autre petit camarade codeur, des revues de qualité manuelles de temps en temps pour s'assurer, par exemple, avant la publication d'un PSUR en pharmacovigilance, que la cohérence du codage est correcte. Voilà. Et au-delà de ces PTC, ces points à considérer émis par ICH, qui donnent des règles générales qui s'appliquent à tout le monde, il est bon d'avoir des conventions internes à votre organisation, c'est hautement recommandé, c'est une bonne pratique, qui vont préciser les règles que vous appliquez à l'intérieur de votre organisation dans tel et tel type de situation. Vos règles internes, bien sûr, devront être cohérentes avec les règles générales émises par les PTC. Voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt de ces conventions. Juste un petit mot au passage pour dire que lorsque vous utilisez un système d'autocodage, et ce qui est de plus en plus fréquent, il reste absolument indispensable qu'il y ait un contrôle humain, parce que dans un certain nombre de situations, le système d'autocodage va faire des codages faux et non conformes aux règles. Alors, parlons un petit peu de ces documents points à considérer. Donc, c'est le point à considérer pour le codage, qui s'appelle de son titre complet MEDRA Term Selection Point to Consider, sélection de termes MEDRA, ça veut dire codage en fait, sélection de termes MEDRA, point à considérer, ça doit être le livre de chevet du codeur. Il doit l'avoir à portée de la main et il doit savoir ce qu'il y a dedans de façon à savoir s'y référer à tout moment. Voilà, c'est un document, le document Princeps est en anglais, mais il y a une version condensée qui reprend les points les plus importants en français. Donc c'est quelque chose qui n'est pas émis par la MSSO, c'est quelque chose qui est émis directement par un comité ICH, donc comité bipartite, autorité réglementaire et industrie. Et donc c'est des règles à suivre par tous les
toutes les personnes qui utilisent Medra, qu'elles appartiennent à l'industrie ou qu'elles appartiennent aux autorités réglementaires, aux agents de pharmacovigilance, etc. Évidemment, vous avez bien compris, l'objectif, c'est le codage standardisé selon des règles communes. Ce document, il est mis à jour chaque année. Donc, je vous ai dit, sa version principe, elle est en anglais, mais il est également traduit en chinois, coréen, espagnol, japonais et russe. Et il y a des versions condensées dans les autres langues de Medra. Vous pouvez le télécharger librement sur le site de Medra. Alors, ce document, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un premier chapitre qui donne des principes généraux à respecter et une deuxième partie qui décrit que faire dans tout un ensemble de situations, de scénarios spécifiques. Aujourd'hui, on va juste voir un petit flash sur quelques principes généraux. Celui-là qu'on a déjà cité, le codage se fait en sélectionnant uniquement au niveau des LLT. La règle d'or, c'est pour ça que je l'ai mis de cette couleur, c'est de trouver et de choisir le LLT qui représente au plus près l'information rapportée dans le verbatim. Au plus près, ça ne veut pas nécessairement dire au plus près au niveau du vocabulaire utilisé, mais au niveau du concept. Et au plus près et aussi au plus spécifique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver le terme qui va décrire le plus complètement possible l'événement qui nous est rapporté ou la pathologie qui nous est rapportée. Voilà un exemple. Vous avez à coder un verbatim qui vous rapporte un abcès du visage. Si vous faites une recherche rapide, vous allez chercher abcès du visage, vous n'allez pas trouver ça dans Medra. Donc vous pourriez être tenté de coder seulement abcès. Or, si vous aviez cherché de façon un petit peu plus approfondie, vous auriez fini par trouver qu'il existe abcès facial, qui est évidemment un bien meilleur codage puisqu'il représente plus précisément ce qui vous est rapporté. C'est un abcès facial, c'est pas un abcès ni du cerveau, ni du poumon, ni de la peau. Enfin, ni de, je suppose que ça représente ça. Bref. La morale de cette histoire, toujours rechercher le LLT qui représente le plus spécifiquement toute l'information rapportée. Évidemment, un autre principe, c'est d'utiliser que des LLT actifs et non pas des LLT périmés, on en a parlé. Deuxième grand principe, vous codez absolument toute l'information qui vous est rapportée sans faire aucun filtrage, et en particulier aucun filtrage sur ce que vous pensez de l'imputabilité entre l'événement et le produit suspect. L'imputabilité, elle est saisie dans un autre champ de la base de données, mais en tant que codeur, vous codez absolument tous les événements qui vous sont rapportés, sans faire de filtrage, sans faire de tri. Il y a eu assez d'histoires dramatiques qui ont été dues à des prises en compte trop tardives d'événements parce que on pensait que c'était pas dû au produit ou que c'était dû à la maladie causale. Bon, vous chercherez, si ça vous intéresse, l'histoire dramatique de la fialuridine, qui est très instructive dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui vous est rapporté, vous devez coder, y compris si c'est, par exemple, des informations sur des problèmes avec un dispositif médical, un problème de qualité de produit, une erreur médicamenteuse, un résultat d'investigation, un contexte socio-familial pertinent. Toutes ces choses-là, si elles vous sont rapportées, elles sont codables en Medra, donc il faut les coder en Medra. On va faire quelques petits exercices pour illustrer ça. Comment vous coderiez ce verbatim? Le patient a pris le médicament A au lieu du B et il y a eu de l'hypertension. À vous de jouer. Vous pouvez choisir une seule de ces réponses. Est-ce qu'il apparaît bien sur vos smartphones? Je ne vois pas arriver de réponse. Si, c'est bon. Alors, voyons vos réponses. OK. Alors, conformément à ce qu'on a dit, il faut coder toute l'information. Donc ici, il y a deux choses qui sont à coder. Premièrement, il y a eu une erreur médicamenteuse, et on sait sa nature. Deuxièmement, il y a eu un événement indésirable médical. Donc, c'est un de ces deux qui va être la bonne réponse.
Laquelle est la meilleure? Eh bien, la meilleure, c'est celle-ci, erreur de médicaments administrés plus hypertension, parce que c'est la plus spécifique. Elle décrit la nature de l'erreur médicamenteuse. Dire juste erreur médicamenteuse, ça ne capture pas toute l'information. Dire que c'est une erreur de médicament administré, on sait que c'est une erreur médicamenteuse, et en plus on sait quel est le type de l'erreur médicamenteuse. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci, erreur de médicament administré plus hypertension. Voilà, c'était pour vous donner un aperçu des principes généraux. Il n'y en a pas des fous, là, il doit y en avoir 5 ou 6 grands principes généraux qu'on verra plus en détail dans le prochain webinaire. Et puis donc la deuxième partie de ces PTC, ce sont des consignes sur que faire dans telle et telle situation particulière. Par exemple, si vous recevez un diagnostic provisoire du type suspicion d'infarctus du myocarde, qu'est-ce que vous codez? Que faire lorsqu'il y a un décès, suicide? Que faire lorsqu'il y a une information ambiguë ou contradictoire? Que faire lorsqu'il y a des termes combinés, déshydratation due à une diarrhée? Comment on code ça? Voilà. Il y a 2 pages comme ça dans le slide qui vous listent tous les situations particulières où on vous donne des consignes à suivre impérativement pour traiter ce genre de scénario de façon harmonisée. J'illustre ça juste encore par un petit quiz. Les résultats de labo indiquent une diminution de l'hémoglobine. Comment est-ce que vous allez coder ça? Entre ces 4 propositions. Alors, voyons vos réponses. Ah, félicitations, parce que la grosse majorité a trouvé la bonne réponse, qui est effectivement hémoglobine diminuée. Alors, on est bien d'accord que la définition de l'anémie, c'est une hémoglobine basse. Mais en tant que codeur, on n'est pas là pour faire des diagnostics ou des interprétations de résultats de laboratoire. On est là pour coder exactement et au plus près, selon le premier principe, l'information qui nous est rapportée. L'information qui nous est rapportée, c'est une hémoglobine diminuée. On code hémoglobine diminuée. D'une façon générale, tous les résultats de laboratoire qui nous sont rapportés, on les code avec des termes qui appartiennent à la SOC investigation. On n'essaye pas de faire des diagnostics ou de traduire ça en pathologie médicale. On rapporte au plus près du résultat. Encore un petit exercice d'illustration du codage. Vertige précédé de sensations vertigineuses et de maux de tête. Quelle LLT choisir? Là aussi, vous avez droit qu'à une réponse parmi ces 5. Alors, voyons vos réponses. Eh bien, là aussi, bravo. Très bonne réponse de la majorité, puisque on a plusieurs concepts ici. On a les vertiges, on a la sensation vertigineuse, et c'est 2 concepts médicaux différents qu'il faut résister à la tentation de regrouper sous une même chose, puisqu'il y a 2 concepts différents et 2 termes MEDRA différents, et puis les maux de tête. Alors, la réponse vertige plus sensation vertigineuse plus mal de tête était équivalente à celle de céphalée. Bon. Si on veut chicaner, on peut dire que mal de tête c'était plus proche du verbatim, donc peut-être préférable. Si vous voulez passer le diplôme de codeur certifié, celle où il y a mal de tête vous donnera un peu plus de points que celle où il y a céphalée, puisqu'elle est plus proche du verbatim. Mais enfin, les 2 sont tout à fait corrects. Bien. Allez, on en fait un dernier. On a ce verbatim décès brutal par rupture d'anévrisme. Parmi les 4 propositions, laquelle choisiriez-vous?
Bon, alors il y avait un piège dans celle-ci, et on va voir si vous êtes tombé dedans. Eh bien, en grosse majorité, oui, vous êtes tombé dedans. Mais c'est exprès que j'ai fait et que je vous fais cette petite blague, parce que si vous regardez les points à considérer au chapitre des décès, vous allez voir que par convention, on ne code pas les décès. Les décès sont une information saisie dans un autre champ de la base de données. Voilà l'extrait du chapitre des PTC. Le décès est une conséquence et n'est habituellement pas considéré comme un événement indésirable, réaction indésirable. Donc, on ne code que la cause du décès. Et donc, dans le cas présent, on ne coderait que rupture d'anévrisme. Alors, surtout pas rupture d'anévrisme cérébral, puisque on ne sait pas si c'est un anévrisme cérébral, un anévrisme aortique ou un anévrisme ailleurs. Donc, ça serait de l'interprétation abusive. On ne code ici la bonne réponse, c'est rupture d'anévrisme. Alors, ce piège, en fait, c'était pas pour être méchant, c'était juste pour attirer votre attention sur l'importance de connaître les conventions qui sont dans les PTC quand on fait du codage, puisque dès qu'il y a un scénario qui est traité dans les PTC, il faut se rapporter au chapitre pour voir quelles sont les consignes. Donc, voilà, décès, vous saurez qu'il ne faut coder que la cause du décès. Alors j'ai mis l'extrait de la version française, la version résumée française, mais il faut savoir se référer à la version anglaise où il y a toutes les règles, parce que la version française ne contient pas toutes les règles. Par exemple, ici, il n'y a que dans la version anglaise que vous avez les règles à suivre lorsque vous avez une information vague, par exemple. Bien. Alors, un dernier point concernant ces documents PTC. En réalité, il y a deux documents PTC, deux documents points à considérer. Il y a celui dont on vient de parler, qui concerne le codage, et un deuxième qui est consacré à l'extraction et à la présentation des données. Donc celui-là, le deuxième, vous devez absolument l'avoir consulté lorsque vous devez analyser des données codées en MEDRA. Ça vous donnera tout un tas de pistes pour exploiter au mieux, comme je vous ai dit, toute la puissance d'analyse médicale de MEDRA. Et puis, ça vous évitera aussi de tomber dans un certain nombre de pièges qui vous sont signalés dans ce document. Et il y a un troisième document qu'on appelle document compagnon, qui est plus à destination des codeurs et qui va préciser avec beaucoup d'exemples, de fonctions, de questions fréquentes, etc., le codage de certains domaines un peu plus difficiles, par exemple tout ce qui est problème d'erreurs médicamenteuses ou de qualité de produits, domaines où il y a des règles un petit peu complexes à appliquer, et donc ce document va vous aider à y voir plus clair et à trouver la bonne façon de coder votre cas. Voilà, le dernier chapitre qu'on aborde aujourd'hui, c'est sur l'utilisation de MEDRA, non plus pour coder des données, mais pour analyser vos données et extraire des données de votre base de données. Alors, je vous ai déjà dit que la première chose à faire, c'était de consulter, de vous familiariser avec ces PTC, qui sont, encore une fois, des instructions émanant de ICH, donc qui s'appliquent à tous, que vous soyez dans l'industrie ou que vous soyez du côté réglementaire ou pharmacovigilant, et qui en plus vous aideront à faire des analyses pertinentes et à ne pas tomber dans des pièges que pourraient vous tendre les particularités de MEDRA. Là aussi, il y a une version condensée en français. Là aussi, il est de bonne pratique de compléter ces instructions générales qui s'appliquent à tous par un recueil de vos propres règles internes, de façon à être cohérent entre vous dans le temps et en plus de pouvoir répondre à un audit, à une inspection, en montrant quelles sont les règles de travail que vous donnez en interne. C'est des principes de base d'assurance de qualité, montrer comment vous travaillez, être capable de démontrer à un inspecteur, à un auditeur, à un client, vos moyens de travail
et de lui prouver que vous les respectez. Donc, pour analyser les données, première chose, lire ce document PTC et bien comprendre les règles à suivre. Deuxième chose, savoir exploiter ces fameuses questions MEDRA normalisées. Alors, ces SMQ, c'est pas quelque chose qui existait d'emblée dans MEDRA, c'est quelque chose qui est apparu un peu plus tardivement. Et l'histoire, c'est que lorsque des autorités de santé, par exemple, demandaient à un laboratoire XY, dites donc qu'on a reçu des cas où il y a des problèmes hépatiques avec votre produit, est-ce que vous pourriez nous sortir tous les cas que vous avez dans votre base de données, venant du monde entier, sur les problèmes hépatiques rencontrés avec votre produit? Bon, alors le responsable de la pharmacovigilance de ce produit essayait d'interroger la base de données comme il pouvait pour essayer de retrouver tous les cas pertinents. Seulement, c'est pas simple parce que quels sont les termes pertinents? Est-ce que je vais prendre uniquement les pathologies hépatiques dûment diagnostiquées? Est-ce que je vais prendre aussi les symptômes possiblement évocateurs? Est-ce que je vais prendre l'ictère? Probablement oui. Est-ce que je vais prendre le prurite? Ah, bah c'est pas sûr parce que je vais ramener beaucoup de cas non pertinents. Est-ce que je vais interroger les complications possibles aussi pour être sûr de ramener tous les cas? Donc le résultat de tout ça, c'est que chacun faisait à sa sauce et il n'y avait aucune cohérence dans les réponses. C'est-à-dire que les réponses n'utilisaient pas les mêmes listes de termes pour ressortir tous les cas pertinents. Donc d'un moment à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'un produit à l'autre, eh bien, les réponses n'étaient pas comparables. Alors, les autorités et les sociétés savantes, et en particulier le SIOMS, s'est ému de cette situation et s'est dit il faut standardiser les interrogations sur les grands sujets de pharmacovigilance de façon à avoir des listes de termes précises, normalisées, validées, et que tout le monde utilise de la même façon pour répondre aux grandes questions de pharmacovigilance. Donc, une SMQ, c'est un groupe de termes MEDRA qui sont tirés d'une ou plus généralement de plusieurs SOC et qui se rapportent à une affection médicale ou un domaine d'intérêt défini. On a dit par exemple les allergies, les hémorragies, les tumeurs, etc., etc. Et donc, on va mettre là-dedans tous les termes qui paraissent pertinents pour retrouver tous les cas potentiellement pertinents sur le sujet. Que ce soit en raison de diagnostic, de signes et symptômes, d'observation clinique paraclinique, mais aussi possiblement d'intervention médicale spécifique. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est de retrouver tous les cas pertinents. Elles sont là aussi, bien sûr, ces SMQ construites par un comité d'experts sur le sujet. Bon, ça fait un certain nombre d'allers-retours, comme vous imaginez, de tests et de travail de finalisation avant d'arriver à une liste finale sur laquelle tout le monde soit d'accord. Et on travaille au niveau des concepts médicaux, c'est-à-dire au niveau des preferred terms. Donc, une SMQ, c'est avant tout une liste de PT qui représente tous les termes pertinents pour retrouver des cas potentiellement pertinents sur le sujet. En pratique, comment ça se passe? Eh bien, on a cette requête, cette SMQ, qui est une liste de PT, auquel on a ajouté tous les LLT sous-jacents, d'ailleurs, pour faciliter la recherche, puisque je vous rappelle que dans la base de données ici, nos cas, ils sont codés avec des LLT. Et donc, on fait une opération informatique pour rechercher tous les cas de la base de données qui contiennent un LLT appartenant à cette liste, à cette SMQ. Et donc, cette opération va nous permettre de ressortir tous les cas pertinents. À ce jour, on en est à 110 SMQ de niveau 1, c'est-à-dire de niveau 1 parce qu'il y en a certaines qui sont hiérarchiques, donc on est sous SMQ. Donc en réalité, il y en a encore beaucoup plus que de 110. Vous voyez un certain nombre de sujets, par exemple ici, qui sont des sujets de SMQ. Vous pouvez interroger sur tous les cas de choc, tous les cas d'ostéonécrose, tous les cas de neuropathie périphérique, etc.
Donc voilà, j'espère que vous avoir fait comprendre l'intérêt de ces SMQ. Donc c'est qu'elles sont transversales à tous les domaines thérapeutiques, hein, que ce soit un produit de cancérologie, de neurologie, de digestif ou autre. C'est une logique de recherche qui est validée, qui est réutilisable, donc qui est cohérente, qui va rester consistante, cohérente dans le temps. Et c'est une façon normalisée de communiquer les informations. C'est-à-dire si les autorités vous interrogent sur un sujet traité par une SMQ, eh ben vous avez tout intérêt à répondre en utilisant la SMQ. Ou alors avoir de très solides arguments pour expliquer pourquoi vous n'avez pas utilisé la SMQ standard pour répondre à leurs questions. L'autre grand intérêt, c'est que ces listes de termes, elles sont maintenues par la MSSO, et donc à chaque version, les SMQ sont revues pour éventuellement rajouter, modifier des termes dans la SMQ pour qu'elles soient toujours à jour vis-à-vis de la dernière version. Quelles sont leurs limites? Bon, bah évidemment, elles couvrent beaucoup de sujets, mais pas tous les sujets. Donc parfois, il vous sera nécessaire de faire vous-même de construire vous-même votre propre interrogation. Et puis elles sont pas figées dans le temps non plus. Vous pouvez demander vous-même des améliorations. Elles sont améliorées en permanence. Donc, faut pas vous étonner que d'une version à l'autre, elles sont pas exactement identiques. Au départ, elles avaient été conçues pour répondre à des questions ponctuelles précises. Et puis après, on s'est aperçu du côté autorité comme du côté industriel que c'était en fait des outils extrêmement puissants pour détecter précocement ou pour surveiller des sujets particuliers grâce à ces regroupements de cas. Ça permettait de détecter rapidement des signaux de sécurité, donc Donc on s'est mis à les utiliser de façon un peu plus systématique, non plus pour répondre à une question ponctuelle, mais pour surveiller les bases de données, par exemple lors du développement, au fur et à mesure que les événements indésirables s'accumulent, pour voir s'il n'y a pas une SMQ qui brusquement ramène beaucoup de cas et aller voir ce qui se passe. On peut aussi s'en servir pour surveiller spécifiquement des sujets sensibles en raison des données précliniques ou d'un effet de classe du produit. Et en pharmacovigilance, c'est un peu pareil. On les utilise de plus en plus maintenant comme des outils de surveillance. Donc on lance toutes les SMQ sur tous les cas d'un produit et puis on regarde s'il n'y a pas un pic émergent qui constituera un signal à explorer attentivement, qui pourrait représenter un problème de santé. Voilà. Alors, démonstration du navigateur en vue SMQ, on n'a pas trop le temps de le faire pour garder un peu de temps pour les questions. Là aussi, vous trouverez des démonstrations sur le site web. Ça, c'est juste un petit résumé de ce qu'on a vu pendant le cours. Et je vous ai mis dans le document quelques liens pratiques pour aller voir le site MEDRA, l'email pour communiquer avec le bureau d'assistance. Je vous rappelle ou vous signale qu'on est présent aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube. Il y a toute une chaîne avec tout un tas de webinaires enregistrés dans plein de langues, sur Facebook, sur Twitter, enfin sur X. On a un petit groupe WhatsApp, un petit groupe francophone que vous pouvez rejoindre avec le QR code qui est ici, que vous retrouverez aussi d'ailleurs sur le site de MEDRA. C'est un petit groupe dans lequel on échange un peu d'informations entre utilisateurs francophones, où on signale les événements importants aussi. Alors votre participation à ce webinaire vous ouvre droit à recevoir un certificat de participation qui sera disponible d'ici 2 jours ouvrés et que vous devrez aller chercher vous-même sur le site de MEDRA, sur medra.org, en allant sur ce qu'on appelle Self-Service Application. Je vous montre où c'est. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Il faut que je mette sur la bonne fenêtre. Voilà. Donc sur le site de MEDRA, vous avez un lien direct raccourci ici, SSA, Self Service Application.
Et il n'est pas rapide aujourd'hui, mais je crois que c'est local, c'est mon internet qui va pas très vite. Voilà, vous allez pouvoir aller chercher vos certificats de formation ici, formation, obtenir certificat de formation en vous loguant avec l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous inscrire. Vous allez pouvoir télécharger votre certificat de formation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je crois que toutes les questions qui sont arrivées jusqu'à présent, j'y ai répondu au fur et à mesure. Donc, si vous avez d'autres questions, maintenant, n'hésitez pas à les envoyer. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Bon, pas d'autres questions qui arrivent. Donc, eh bien, il va être l'heure de se quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a permis de comprendre quelques points importants sur Medra. Et donc, je vous invite vivement à vous inscrire au prochain webinaire ou si vous ne pouvez pas être disponible au moment précis où il va être donné, à le suivre sur la chaîne YouTube où ils sont enregistrés. Il y a aussi des tutoriels que vous pouvez suivre à votre rythme qui s'appellent Vidéocast sur le site Medra. Je vais vous les montrer là aussi parce que c'est pas toujours évident à trouver. Voilà. Dans le chapitre training ici, vous avez instructionnel vidéo. Et ici, il y a toute une série de tutoriels que vous pouvez, avec aussi des quiz, sur toute une série de sujets, comment faire ceci, cela, ou la formation en Medra. Vous voyez que la plupart sont disponibles en français aussi. Et ça peut vous donner une formation. Alors, c'est pas certifiant, hein, vous n'aurez pas de certificat à l'issue de ce tutoriel, mais ça vous permet de vous former au codage, en particulier des données, y compris des données un peu plus difficiles comme les situations spéciales, les erreurs médicamenteuses, etc. Voilà. Bien. Toujours pas de questions nouvelles. Certaines personnes me remercient. Je les remercie à mon tour. J'espère qu'ils auront apprécié. Vous allez recevoir donc d'ici quelques jours ou heures un petit mail vous demandant un petit sondage très rapide sur ce webinaire. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Merci par avance de vos réponses. Ça nous aide à adapter, à garder nos webinaires en ligne avec vos attentes. Eh bien, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end et à une prochaine fois. Au revoir.